Fabrice Brégier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Palantir France. Alors, ma première question pour ceux qui nous regardent, c'est nous donner la définition. Que fait Palantir? Alors, on parle beaucoup évidemment du big data, de tout ce qui est l'analyse autour de ces données, mais nous dire voilà ce que fait Palantir et puis en France notamment avec qui vous travaillez. Donc Palantir, c'est effectivement un des leaders de ce qu'on appelle le big data, créé il y a 15 ans dans la Silicon Valley aux États-Unis et qui se développe aussi beaucoup dans les pays européens. De quoi s'agit-il? Il s'agit de développer des softwares, des logiciels de très grande complexité qui permettent d'intégrer à peu près toutes les données existantes, toutes les bases de données dans un domaine très hétérogène d'une grande entreprise ou, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, récupérer toutes ces informations et les mettre à disposition du client, de l'entreprise ou du gouvernement pour qu'elle puisse faire des analyses pertinentes. Donc c'est ça le cœur du métier de Palantir, avec en gros 50% d'activité dans le gouvernemental, la protection des populations, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude, la criminalité, et 50% au service des grandes entreprises. C'est-à-dire que ça va jusqu'à la collecte de données, le traitement des données et la restitution aussi de ces données, alors sous différentes formes, mais pour aider les dirigeants justement à prendre les bonnes décisions? Oui, c'est le client qui prend la main, qui fait tourner cet outil et qui, à partir de corrélations, jongler d'une base de données à l'autre, tout ça étant évidemment traité en avance par le logiciel, lui permet de prendre des décisions. Alors, comment on réussit à jouer le juste équilibre entre la donnée, cette data dont on va avoir besoin, dont on a besoin, même à titre personnel, hein, du citoyen, du consommateur, mais aussi de l'entreprise, et puis le fait que cette donnée, parfois, son traitement, ça fait peur. Alors sans tomber dans le côté anxiogène, mais c'est vrai, les entreprises peuvent avoir peur d'espionnage économique, les citoyens peuvent avoir peur on entre un peu plus dans leurs données personnelles. Comment on arrive à justifier un peu cet équilibre entre les deux? À la fois par la technologie. Par exemple, lorsque l'on déploie la plateforme logicielle Palantir, on regarde très précisément ces domaines de sécurité. On voit que l'on sait tracer qui a accès à quoi. On sait respecter les règles les plus sévères de protection des données personnelles, ce fameux RGPD européen. On sait effacer des données lors d'enquêtes policières, par exemple. Donc, c'est la technologie qui le permet. Le deuxième point qui est très important, c'est aussi que ça n'est pas à l'entreprise de technologie de manipuler la donnée. C'est au client qui doit lui-même respecter des règles établies par la loi, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou évidemment dans le monde gouvernemental. Ce sont pour moi les deux fondamentaux, mais si on a peur de ces technologies, si on dit puisqu'il y a des risques, on ne fait rien, on passe à côté de la révolution industrielle du XXIe siècle. Donc il faut impérativement regarder la vérité en face, définir des règles, si possible au niveau européen, les faire appliquer très strictement par les technologues, c'est-à-dire des entreprises comme Palantir, et par les clients, car les technologies permettent de respecter ces règles. Alors, Fabrice Brégier, vous avez un profil particulier, on va dire, vous avez été dirigeant donc, de très grandes entreprises européennes dans le domaine de la défense, plus récemment évidemment dans le domaine de l'aviation avec Airbus, et puis donc dirigeant européen d'entreprises européennes, bon évidemment à vocation mondiale. Là, vous êtes dirigeant français mais américain, on va dire, d'une entreprise américaine aussi à vocation mondiale. Du coup, on parle beaucoup de cette souveraineté. Alors, vous êtes le profil idéal pour vous poser cette question. Quelle est votre définition de la souveraineté, justement, qui est chère à tout un tas? Alors, souveraineté européenne, souveraineté autour des données, enfin voilà, on peut y mettre plusieurs qualificatifs. Mais voilà, votre définition de la souveraineté aujourd'hui? Pour moi, la définition de la souveraineté, c'est être capable de maîtriser son destin. C'est être capable de prendre les bonnes décisions sans être influencé par des tiers. Je prends l'exemple, par exemple, de données satellites pour savoir ce qui se passe sur un champ de bataille, pour ne pas se lancer dans la guerre en Irak alors qu'il n'y a pas la menace, etc. Ça, c'est de la vraie souveraineté. Mais si on suit ce qui est un peu le lobby militaro-industriel, qui est de dire souveraineté égale français, ben, on a tort. La France ou l'Europe n'ont pas la capacité de développer toutes les technologies. Je vous donne l'exemple d'Airbus,
qui est emblématique, qui est une énorme réussite industrielle européenne, dans un avion Airbus, il y a 40 à 50% de composants américains. Parce que sans les moteurs de partenariat Safran français et GE américain, l'A320 ne pourrait pas voler, tout simplement. Donc il faut faire la part des choses et je pense être resté dans le même cadre, c'est-à-dire que devenir président de Palantir en France, c'est permettre l'accès aux meilleures technologies mondiales, ce qui est incontestable pour ceux qui connaissent le domaine, tout en respectant les règles de souveraineté française, en donnant la main aux clients, en créant un écosystème français autour de Palantir. Et c'est ça que j'appelle, moi, la véritable souveraineté. Voilà, il faut éviter de jouer le côté protectionniste, on dit on va utiliser que des technos françaises ou européennes. Pour... Absolument. Dans un certain nombre de cas, j'ai en tête seulement la cybersécurité. Oui. On comprend bien que là, il faut maîtriser 100% de la technologie, car il s'agit de chiffrement, c'est les guerres de cryptage, demain, c'est la guerre de demain. Et donc, évidemment, il y a des domaines très pointus, très précis, dans lesquels il faut faire l'effort d'être 100% indépendant. Aujourd'hui, on a un environnement économique alors très instable. Alors, je vais pas revenir, il y a la partie politique avec du populisme, il y a la guerre sino-américaine. Là, on vit en ce moment un épisode assez particulier avec cette épidémie du coronavirus. Comment, vous qui rencontrez tous ces dirigeants d'entreprise, comment vous les sentez, ces dirigeants d'entreprise, face à toute cette instabilité, même si elle a globalement toujours existé, mais là il y a beaucoup de questions dans tous les domaines, politiques, personnels, enfin voilà, on a cette instabilité un peu partout. C'est vrai, mais vous l'avez dit, les grands dirigeants se sont habitués à ces phénomènes de crise latente. Si je prends l'exemple de 2008-2009, une entreprise ne pouvait plus se financer sur le marché. Là, c'était sa survie qui était en jeu. Donc, les grands dirigeants ont l'habitude. Je pense que le plus gênant, c'est que ces aléas conduisent à un peu d'attentisme, à une perte de confiance, à un rapport de force entre nations qui existait un peu moins avant. Mais globalement, bon, ce qui va compter, c'est est-ce que la Chine va sortir effectivement de cette crise sanitaire? Est-ce que l'économie chinoise va repartir? Est-ce que les relations entre les États-Unis, la Chine et l'Europe vont se normaliser? Et est-ce qu'il y aura une croissance mondiale? Bon, c'est ça qui compte finalement pour le monde de l'entreprise. Et je pense qu'on peut être encore raisonnablement confiant pendant quelques années. Vous êtes un de nos grands dirigeants français. Le propre d'un dirigeant, c'est savoir prendre des risques. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on est un peu plus prudent par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais au contraire, il faudrait peut-être oser davantage? Oh non, moi je crois que les entreprises, si je parle de la France, et notamment mes clients potentiels qui sont les grands groupes, prennent ce que vous appelez des risques, mais des risques calculés, c'est-à-dire investissent, se développent, développent des nouvelles technologies, vont de l'avant sur les marchés internationaux. Ce n'est plus la France à la pépère que l'on critiquait. Hein. Maintenant, ces groupes n'ont rien à envier à leurs concurrents européens et anglo-saxons. Alors vous avez la chance donc de diriger la partie française d'une entreprise américaine. Comment vous voyez cette Amérique? Tout à l'heure, le thème d'une conférence à laquelle vous avez participé était comment le super pouvoir, la superpuissance américaine va-t-elle se prolonger? Enfin, comment elle évolue avec Trump et comment elle se prolongera avec ou sans lui dans les prochaines années? Comment vous la voyez, cette super... Elle perd un peu de son influence, cette superpuissance américaine? Elle perd de son influence comme l'Europe perd de son influence lorsque l'on voit la montée de la puissance d'un certain nombre de grandes nations et au premier plan la Chine, que ce soit au plan économique ou au plan diplomatique et militaire, ce qui l'amène à réagir, notamment avec un président qui aime bien le rapport de force dans les négociations bilatérales. Pour autant, les États-Unis restent un très grand partenaire, à la fois politique, diplomatique et économique de l'Europe. Et c'est à l'Europe de trouver les voies d'intéresser les États-Unis. Je pense que ça, c'est un point que nous n'avons pas vraiment
complètement intégré. Pour ce qui est des relations business, puisque moi, après tout, c'est mon domaine d'action, je ne me sens lié par aucune contrainte du point de vue de ces relations gouvernementales. Palantir a décidé délibérément d'investir en France, certes avec des technologies américaines, mais en respectant toutes les règles édictées en Europe et en France, en créant de la valeur, en recrutant, en développant des PME et des start-up. Donc pour moi, c'est avant tout ça qui compte. Et de ce point de vue, je pense que c'est reconnu sur la scène française et internationale. Et ça peut, on a une carte à jouer, on peut retrouver une influence plus forte européenne aujourd'hui, justement par rapport à ces États-Unis et ce président un peu particulier. Je pense que, et le président Macron l'a indiqué, c'est lié aussi à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il est temps que l'Europe réagisse massivement, fortement, politiquement, sinon elle va continuer à se balkaniser du point de vue économique et politique. Merci Fabrice Berger, président de Palantir France.